Eh bien, bonsoir à tous. Merci d'être ici rassemblés pour ce petit moment de science que nous allons partager ensemble. Merci à la Cité de l'Espace de nous recevoir dans cette superbe salle. Et donc, merci à la SMF d'avoir organisé cette conférence. Et je vais passer le micro bien vite à Joël Collado qui va nous présenter le temps qu'il fera demain, peut-être le temps qu'il fera le week-end, qu'est-ce qu'il nous réserve, où est le printemps. Et ensuite, nous aurons une conférencière qui nous fera une présentation de l'expérience scientifique qui a été réalisée sur l'Antarctique, un moment passionnant, et une expérience qui s'appelle Concordiasie. Joël, c'est à toi. Quel temps demain ? Merci Guy, bonsoir, merci d'être venus nombreux. Je ne vais pas répéter ce qu'a dit Guy tout à l'heure, mais c'est Météo et Climat, SMF a changé de nom, hein. Donc c'est Météo et Climat et ex-SMF. Donc je vais essayer de vous présenter le temps qu'il a fait, ou le temps qu'il va faire, ou le temps qu'il fait, en sachant que hier vous avez vécu l'été, qu'aujourd'hui ça avait bien changé, et que c'est pas fini, que ça va continuer de changer. On va essayer de regarder d'abord les premières images, l'image de MSG, qui vous montre, ça je le répète assez souvent, mais que la Terre est ronde, un joli disque que l'on peut voir, que l'on peut avoir tous les quarts d'heure. Donc cette image est magnifique, vous montre que la Terre est ronde, que le soleil se lève à l'est, et que ici en plus on a un peu l'idée de la saison, hein, puisque l'hémisphère nord commence à être un peu plus éclairé que l'hémisphère sud, un peu plus tôt que l'hémisphère sud. Donc on a passé l'équinoxe de printemps et qu'on va basculer bientôt à l'été. Enfin, à l'été, en tout cas, sur le plan astronomique, hein, sur le plan météorologique, on en est peut-être encore un petit peu loin. Et vous allez avoir ici, dans le courant de la matinée, le disque terrestre qui est complètement éclairé par le soleil et la répartition des systèmes nuageux actuellement sur cette partie du globe. En regardant par le sud, les systèmes perturbés très organisés qui circulent sur l'hémisphère sud. Le petit paquet que vous apercevez ici, c'est un ex-cyclone tropical qui s'appelait Imelda, qui a touché les îles Rodrigues, qui a épargné Maurice et la Réunion, et qui a plongé très sud. Et il y avait quelques petits résidus orageux ici sur le sud de la Réunion. On retrouve la zone intertropicale de convergence qui n'est pas très active, qui épargne pour l'instant en partie la Guyane. Et puis, je fais la météo d'outre-mer qui va passer ce soir à France Info, vous pourrez la réécouter. Et là, vous retrouvez ici sur l'arc antillais un paquet orageux qui s'est mis en place depuis 48 heures et qui bouge pas, et qui a donné de l'ordre de 200 à 250 litres d'eau au mètre carré du côté de la presqu'île de la Caravelle en Martinique, et de l'ordre de 200 millimètres également du côté de Basse-Terre en Guadeloupe, en sachant qu'on est en pleine période sèche et que l'on se retrouve avec un système qui, depuis 48 heures pratiquement, n'a pas bougé, n'a pas l'intention de bouger et reste bien stationnaire. Et pour ce qui est de l'Europe, on trouve un vaste ruban nuageux qui s'étire là depuis les Açores, qui vient s'enrouler autour d'un superbe minimum là, du côté de la mer du Nord, avec deux particularités qu'on verra tout à l'heure. C'est sur la mer d'Alboran et le long des côtes marocaines, pratiquement jusqu'au Sénégal, là, avec de nombreux nuages bas qui se sont formés et qui sont également très stationnaires. Donc voilà pour la situation dite générale. Ensuite, l'image satellite sur la France, dans le domaine du visible. Ce que l'on a eu ce matin, puisque là j'ai enregistré les images un petit peu tôt ce matin, on retrouve après la superbe journée d'hier ce front, cette perturbation très peu active, hein, qui s'étire là du golfe de Gascogne jusqu'à l'Allemagne, avec une densité de nuages un peu plus importante dans sa partie sud, ce qui correspond à une entrée maritime océanique, et c'est ce qui explique un peu le temps qu'on a eu aujourd'hui, très gris, très chargé, avec des petites précipitations essentiellement en Aquitaine. Et puis on retrouve quelques entrées maritimes également, mais là elles ne viennent pas du même endroit, celles-ci venaient de l'océan, et celles-là se sont structurées en Méditerranée, ont touché un peu le Languedoc, et ont donné cet après-midi quelques bancs de brouillard très rapides sur Marignane, un peu comme il y a eu en début de semaine du côté de Nice. Sur Nice, l'aéroport a été fermé pendant 4 heures à cause de l'arrivée du brouillard. C'est du brouillard typiquement avec ces stratus remontant de la mer qui ne durent en général pas très longtemps. Donc situation classique, hein, un front qui traverse la France, entrée maritime à l'avant, entrée maritime d'origine méditerranéenne sur les régions méditerranéennes, et puis là, un ciel de traîne très peu actif qui s'est mis en place dans le courant de la journée sur la partie ouest de la France, avec des précipitations qui sont extrêmement faibles. Il n'y a quasiment pas de précipitations sur les radars. Il faut chercher les petits échos là que l'on retrouve qui correspondent aux précipitations liées au front et les petites averses qu'il y avait sur la Manche.
Ce que l'on peut comparer, c'est la prévision qui avait été faite avec, si je la retrouve, voilà. Non, ça c'est le problème, ouais. Évidemment. Oui, d'accord. Voilà une prévision faite par le modèle Arome. Alors je vais la caler à la même heure pour qu'on ait, ça c'est demain. Voilà là, à peu près 6h, 6h30, voilà comment envisager la répartition des systèmes nuageux, le modèle Arome par rapport à la réalité, hein. Ça c'est la réalité. Et ici vous avez un peu, si on peut dire, la fiction, hein, c'est-à-dire la répartition des nuages bas par rapport à la situation du jour. On a bien le système des Cantabriques, sud-ouest, avec cette poche de nuages bas très importante sur le sud-ouest, qu'on retrouve bien ici, et le front qui va s'étirer de manière plus discontinue dans la partie nord, en sachant qu'ici, il a un peu exagéré, hein, sur les Pays de Loire, l'extension des nuages. On retrouve bien ce paquet nuageux sur la Méditerranée, ici, qui est bien existant. Il le fait déborder sur les côtes, là il déborde beaucoup moins, et il en met un qui est un peu fictif ici et ici. Ces nuages bas sont un peu exagérés sur une partie de la région méditerranéenne, puis le ciel de traîne qui se met en place derrière sur les régions voisines de la Manche. Donc ça, modèle Arome, maille 2 km, le dernier modèle que l'on utilise fréquemment maintenant sur la position des nuages bas, parce que dans le passé, on n'avait pas beaucoup de renseignements sur l'évolution des stratus, hein. Et là, voilà pour les précipitations. Alors là, on est ce matin, pas grand-chose, hein. Des précipitations, ça, ce sont des échos extrêmement faibles. Ça, c'est aussi la prévision du modèle. Et voilà pour la suite. Donc c'est pour ce soir, cette nuit, on voit se mettre en place les petites averses ici et quelques précipitations très faibles qui vont s'étirer dans le fond. Voilà pour le temps qu'il a fait aujourd'hui. Alors, je ne sais pas si je vous présente le temps qu'il va faire. Ça, c'est moins bien. Alors là, on va commencer par le jour, hein. Ça, on est la semaine prochaine déjà. Ah non, je suis loin là, oui. Attendez. Ouais. Voilà pour aujourd'hui. Alors donc ça c'est la situation d'aujourd'hui, c'était la prévision d'aujourd'hui. Avec voilà la dorsale qui était sur nous hier, hein, cette espèce de zone de haute valeur qui était sur nous hier, qui nous a permis de bénéficier d'une journée estivale, avec le seul inconvénient sur la région toulousaine, c'était le vent d'autant. Les températures ont atteint 32 degrés hier sur la côte basque, 30 degrés à Bordeaux et 26 à Toulouse. Et donc là maintenant c'est fini, on est rentré dans un flux océanique de secteur sud-ouest, avec une première perturbation peu active qui vient de traverser aujourd'hui la France. Demain, que va-t-il se passer ? Cette perturbation va peu bouger, elle va s'étirer des Pyrénées aux Alpes, mais au fil des heures, vous voyez que les noyaux de précipitations qui sont représentés en bleu vont se multiplier, et que entre vendredi matin et vendredi après-midi, vendredi dans la matinée et vendredi soir, on commence à avoir quelque chose qui se met en place, qui se structure et qui donne des précipitations beaucoup plus régulières, en sachant que les petits trucs rouges que vous voyez apparaître ici sur les Pyrénées et sur les Alpes, c'est de la neige. Donc le modèle réagit pour mettre à nouveau de la neige, alors qu'elle a fondu, il va en retomber sur les Alpes et sur les Pyrénées. Alors les limites neige dans un premier temps est relativement élevée, au-dessus de 1500 mètres, mais vous allez voir tout à l'heure que ça va bien baisser. Et là on retrouve un régime d'averse qui va se mettre en place là, sur les régions situées au nord de la Loire, avec ce petit minimum d'altitude. Mais ce qui est intéressant, c'est de regarder comment va évoluer ce minimum d'altitude entre... Voilà. Alors voilà, ça c'est pour la nuit de vendredi à samedi, et voilà samedi matin. Alors ça, on appelle ça un cut-off, hein, c'est-à-dire quelque chose qui vient s'isoler, qui vient tourner, et autour de ce minimum d'altitude viennent s'enrouler des nuages qui vont donner des précipitations. Et vous voyez que le rouge devient prédominant par rapport au bleu. C'est-à-dire que là, il va neiger de plus en plus sur les Alpes, de plus en plus, il va neiger également sur le massif du Jura, sur le massif central, et un petit peu moins sur les Pyrénées. Mais la limite neige pourrait se situer au-dessus de 800 mètres d'altitude, ce qui est quand même relativement bas. Et ça, c'est pour la journée de samedi, en sachant que, si vous vous souvenez, samedi, il y a 15 jours, on avait eu un temps pourri, avec de la neige très basse sur l'Aveyron, de la neige sur les montagnes, sur la montagne noire dans le Tarn. On a quasiment le même type de situation avec quelques degrés en plus. Donc c'est un petit peu moins froid, mais le même type de situation, c'est-à-dire que les nuages qui vont s'enrouler vont venir se bloquer contre les Pyrénées. On va avoir un samedi relativement pourri par rapport à ce que l'on a connu. Et puis dimanche, ça s'en va, difficilement, mais ça s'en va. Donc il y a des chances que ça s'arrange très lentement, mais n'allez pas passer le week-end dans le sud-est, hein. Je pense que les finales de Monte-Carlo, là, du tournoi de tennis, vont avoir des difficultés à se jouer. Et ensuite, vous avez ce minimum qui va continuer à migrer comme ça et partir vers l'est. Et progressivement, on va retrouver quelque chose de plus sympathique pour lundi, mardi, mercredi.
Ah, ah, je dis, ah, ah. Bon, c'est le beau temps, hein. Et après, oh, oh, le week-end prochain, oh, oh. Et le week-end prochain, on rebascule sur un système perturbé relativement actif. En sachant que, bon, ça c'est une option d'une prévision, il y a beaucoup de dispersion dans les modèles, mais globalement, tous les scénarios montrent que en fin de période, après une journée de mercredi et de jeudi qui redeviendrait presque estivale, on repartirait pour le week-end prochain sur un temps qui aurait tendance à devenir printanier, à peine printanier. Voilà, en espérant que vous êtes satisfaits. Je ne peux pas faire mieux. Maintenant, on va partir de l'autre côté de la planète, hein, dans l'Antarctique, avec Florence Rabier qui va vous présenter Concordiasie. Tu prends mon micro. Vas-y. Bonjour. Donc, je parle très près du micro, ok. J'espère que je ne vais pas vous en mettre plein les oreilles. Donc, Concordiasie, c'est un rébus avant tout, donc vous allez vite comprendre. Donc, mon premier est une station en Antarctique. Et mon deuxième est un instrument sur un satellite polaire. Et mon tout est une expérience donc extraordinaire en Antarctique. Et on va un peu plus détailler ce que cela veut dire, tout ça. Donc, une extraordinaire expérience et surtout une extraordinaire collaboration entre plein de gens au niveau international. Alors, ça a commencé au niveau français. C'était l'idée de deux chercheurs, Éric Brun, qui était directeur de la recherche à Météo France à l'époque, et Christophe Janton, un spécialiste de la glaciologie à Grenoble, qui ont eu envie de se dire, mais après tout, en Antarctique, il y a plein de satellites qui passent au-dessus. Est-ce que vraiment, avec ça, on peut mieux prévoir le temps, on peut mieux analyser ce qui se passe par rapport à des données conventionnelles de météorologie? On va essayer. Maintenant, on a ce super satellite IASI, enfin, instrument IASI à bord de satellite. Donc, Éric Brun m'a demandé si je voulais bien coordonner une expérience comme cela. Et c'est ce que nous avons fait avec également le CNES donc, et les gens en Amérique principalement. Donc ici, bon, l'ordre des noms n'a pas beaucoup d'importance. Enfin, c'est vraiment certains qui ont été très actifs dans l'expérience. Vous voyez un nom, c'est P. Cochrès, Philippe Cochrès, qui est ici. Donc c'est le responsable au niveau du CNES qui a fait toute l'expérience. Et il y a aussi Olivier Trollet sur la deuxième ligne, qui est également dans la salle, qui est allé en Antarctique. Donc ces deux personnes-là sont allées en Antarctique. Moi non. Donc moi je pilotais ça depuis mon bureau bien confortablement. Mais donc si vous avez des questions plus tard sur comment ça se passait sur le terrain, nous avons ici donc deux spécialistes. Donc Concordiasie, quel est le contexte international ? Alors ça a été une expérience qui a été lancée dans le cadre d'un programme de l'Organisation mondiale de la météorologie, un programme qui s'appelle le TORPEX, dont le but est d'améliorer les prévisions, enfin d'accélérer, voilà, ça c'est vraiment sa mission, c'est en 4 lignes, mais accélérer le rythme des améliorations que l'on apporte à la prévision à l'échéance de 1 à 14 jours, c'est-à-dire la prévision météo classique dans les premiers jours, pour les phénomènes météo les plus importants au bénéfice de tout le monde, la société, l'environnement, etc. C'était à la fois dans le cadre de ce programme et aussi dans le cadre de l'année polaire internationale, dont vous avez sans doute entendu parler il y a quelques années. Donc l'année polaire internationale, ce n'était pas la première, il y en avait eu beaucoup. Et donc la dernière, celle qui nous intéresse à nous, c'était plutôt en 2008. Et c'était 125 ans après la première année internationale, API, donc année polaire internationale, et 50 ans après la troisième année internationale. Et vraiment, l'année internationale année polaire internationale de 57-58 était également une année géophysique internationale où il y a eu beaucoup de connaissances qui ont démarré à partir de ce moment-là. Donc 50 ans après, la communauté scientifique se regroupe à nouveau avec plein de programmes ambitieux coordonnés par l'Organisation mondiale de la météo, les sciences de l'univers, pour essayer de faire une avancée importante en se regroupant tous sur la connaissance des régions polaires et en particulier le rôle moteur qu'elles jouent, ces régions polaires, vis-à-vis du reste de la planète. Ce n'est pas juste les régions polaires pour les régions polaires, mais c'est également pour l'ensemble de la planète. Et c'est ce que l'on voit ici. Donc, bien sûr, en météo, on a un modèle global. Enfin, l'atmosphère est globale. Et nous, on représente cela par un modèle global de l'atmosphère, donc pour représenter cette atmosphère globale. Donc, sur la gauche, vous avez une description de l'atmosphère par des images satellites. Et sur la droite, vous voyez comment nous, on représente ça plus ou moins en termes de modèle. Donc, on va quadriller l'atmosphère sur l'horizontale et sur la verticale également. Et on va définir partout dans ces petits cubes-là les paramètres météo qui nous intéressent, la température, la pression, le vent, etc.
Et on va définir ces paramètres à un moment donné, et après, on va faire tourner notre modèle informatique qui intègre en son sein toutes les équations de la physique et de la dynamique qui nous intéressent, pour ensuite avoir la prévision à plusieurs jours d'échéance. Donc, il nous faut bien sûr ce modèle, mais il nous faut aussi des observations pour savoir quel est l'état de l'atmosphère à un moment donné. Il nous faut des observations. Donc, ce dont j'ai surtout parlé, c'est prévoir le temps, mais bien sûr, ces modèles nous servent aussi à effectuer un suivi du climat et aussi des projections climatiques. Donc, l'intérêt, c'est de disposer d'observations pertinentes pour faire le meilleur travail possible, en particulier pour la prévision du temps. Donc, nos observations classiques sont les radiosondages. Vous voyez ici une illustration à gauche de quelqu'un qui lance un radiosondage. Donc, c'est des capteurs qui sont lancés en dessous d'un ballon que l'on lance à partir du sol et qui, en montant, vont nous donner des mesures précises de l'atmosphère et directes, c'est-à-dire ça va mesurer directement les paramètres qui nous intéressent à nous, la température, le vent, la pression, l'humidité, etc. Par contre, ce n'est pas disponible partout. On ne peut pas lancer des radiosondages en tout temps et tout endroit du globe. Alors, en complément de ces observations plus ou moins classiques de la météorologie, nous avons les observations satellitaires. Donc, les satellites embarquent à leur bord des capteurs météo et ils prennent des mesures au fur et à mesure qu'ils tournent autour de la Terre. Par contre, ces mesures ne sont pas complètement des mesures directes de l'atmosphère. On ne peut pas dire que l'instrument mesure directement la température, le vent, etc. Ce que cela mesure, c'est du rayonnement électromagnétique et à partir de là, on peut déduire, par des traitements assez complexes, on peut déduire les paramètres qui nous intéressent. Mais c'est donc pas tout à fait direct, donc passer de la mesure du satellite à qu'est-ce que cela mesure vraiment dans l'atmosphère en termes de température et d'humidité typiquement. Donc, en fait, ce que l'on utilise, on essaie d'utiliser toutes les observations possibles, mais on va se servir des unes pour calibrer les autres. Donc, typiquement, les données de radiosondage, ça nous donne des mesures précises des paramètres météo. Les données satellites nous donnent des mesures indirectes. On va se servir des données de radiosondage pour calibrer et valider ce que l'on fait avec les données satellites. Donc, on utilise les unes pour calibrer les autres. Et c'est tout le but de Concordia-Asie. Donc là, vous avez sur cette carte du globe, vous avez les points rouges, ce sont les endroits où on lance des radiosondages 2 fois par jour en général. Donc vous voyez que nous avons les continents du nord, donc l'hémisphère nord typiquement, les États-Unis, l'Europe, mais également la Chine, etc., qui sont assez bien pourvus de radiosondages. Donc l'hémisphère nord, il y a beaucoup de continents par rapport aux océans, par rapport à l'hémisphère sud. Donc là, déjà, c'est un avantage, puisque c'est là qu'il va y avoir les stations météo pour lancer des radiosondages. Et vous voyez aussi que certains pays qui n'ont pas forcément les moyens de faire des radiosondages 2 fois par jour, comme l'Afrique, etc., même au milieu de l'Amérique du Sud, ou des pays moins peuplés comme le centre de l'Australie, on ne va pas avoir cette même densité d'observation météo. Alors, si on va après en Antarctique, ce que vous voyez, on va faire un zoom plus tard, mais il y a très très peu de données, ce que l'on appelle conventionnelles de météorologie, puisqu'évidemment, il y a très très peu d'habitants en Antarctique. Alors maintenant, avec une projection qui est centrée sur les pôles, qui est beaucoup plus adaptée pour regarder les pôles, vous avez ici la même chose sur la gauche. Vous avez une carte de l'Antarctique avec les points rouges qui représentent les points de radiosondage réguliers. Donc vous en avez une petite dizaine, quinzaine maximum. Celui qui est entouré avec un rond bleu, c'est la station de Concordia, donc qui est pas en plein milieu, mais enfin à part la station de pôle Sud, c'est l'autre station qui effectue des radiosondages réguliers en Antarctique. Il n'y en a que 2 qui effectuent des radiosondages en Antarctique. Il y a le pôle Sud, qui est géré par les Américains, et Concordia, qui est une station franco-italienne, donc sur un plateau antarctique. Et donc, à partir de ces observations, vous en avez 1 ou 2 fois par jour, suivant les endroits. À côté, vous avez pour une journée la couverture des observations de l'instrument IASI sur la même zone. Donc, comme vous pouvez le constater, il y a beaucoup plus de données satellitaires et donc le but, c'est de les exploiter le mieux possible pour faire le complément des données conventionnelles de radiosondage dont on ne dispose pas beaucoup par là-bas. Donc ici, c'est avec un petit peu les petits noms des stations en Antarctique. Donc là, vous voyez aussi les drapeaux. Donc vous voyez Concordia, qui est une station franco-italienne ici. Donc vous voyez le drapeau français-italien. La station française de Dumont-d'Urville, ici sur la côte. Et il y a une station qui va être très intéressante pour notre projet, c'est ici McMurdo, qui est une grande base scientifique américaine. Donc ces 3 stations-là vont être celles qui nous intéressent le plus pour notre étude. Donc maintenant, j'arrive à Concordia.
Donc Concordia, c'est une base scientifique qui a été montée il n'y a pas tellement longtemps, il y a quelques années. Et donc elle est co-gérée par l'Italie et la France. Pour la France, c'est l'Institut polaire français qui gère tout ce qui se passe là-bas. C'est l'IPEV, l'Institut Paul-Émile Victor, qui est basé à Brest. Et c'est eux qui s'occupent de toute la logistique, etc., de faire venir tous les instruments, de faire venir des gens, etc., des différents instituts pour faire marcher la station. Donc, c'est une station qui n'a pas l'air forcément très loin de la côte, mais ça prend quand même 10 ou 15 jours pour parcourir les 1100 km qui les séparent de Dumont-d'Urville. Et il y a plein de programmes, pas forcément rien qu'en météorologie, il y a des programmes très ambitieux, scientifiques, dans plein de domaines comme l'astronomie, la glaciologie, la chimie, les sciences de la Terre, etc. Et donc, des sondages atmosphériques sont réalisés là et transmis en temps réel, et les différents modèles météorologiques, centres météorologiques du monde entier utilisent ces radiosondages en temps réel dans leur modèle météo. Donc cette station a vraiment une position extraordinaire sur le continent pour valider les observations satellitaires, parce qu'il faut savoir que pôle Sud, qui est vraiment en plein milieu donc évidemment au pôle Sud, en plein milieu de l'Antarctique, c'est un petit peu sur les bords de la couverture des satellites. Il ne passe pas vraiment au-dessus, il passe un petit peu sur les bords. Et en plus, pôle Sud, Concordia, est vraiment sur une zone complètement plate, complètement homogène. Donc les mesures que vont faire les satellites vont être très représentatives des mesures locales que l'on peut faire à Concordia. Donc, d'où l'idée de se servir des observations de Concordia pour valider les observations satellites. Ça, c'était la première idée. Mais au-delà, il se trouve qu'en même temps, il y avait une technologie qui était mûre, qui a pu nous servir à vraiment étendre ce projet bien au-delà de ce qui était prévu au début. C'est ce que l'on appelle les ballons du CNES. Donc, le CNES, vous le savez, c'est le centre spatial français. Et ce que l'on appelle les ballons, ils ont plein de types de ballons, et je ne vais pas parler ici, il y a des spécialistes donc, de ces ballons-là. Mais les ballons que nous, on utilise, c'est des ballons de 12 mètres de diamètre. Donc ici, ça peut peut-être être trompeur, on ne voit pas forcément toute l'étendue du ballon que vous voyez sur votre gauche ici. Ce sont des gros ballons que l'on va lancer à partir du sol et qui vont aller jusque dans la stratosphère et qui ont après une autonomie de plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Ils vont être emportés par les courants atmosphériques, et donc ils vont tournoyer dans l'atmosphère comme ça en prenant des mesures. Donc ça permet d'effectuer des mesures partout, là où on ne peut pas forcément aller, on ne va pas forcément prendre un avion pour aller se poser en plein milieu de l'Antarctique pour prendre une mesure. Par contre, le ballon, lui, va pouvoir vraiment parcourir tout l'Antarctique. Donc là, sur la droite, vous avez un exemple de circulation d'un des ballons. Ces ballons étaient lancés à McMurdo ici, et ils sont pris par les courants d'ouest, etc. Et ils vont parcourir comme ça plusieurs fois. Ils vont tournoyer plusieurs fois autour de l'Antarctique tout en prenant des mesures. Donc ces ballons vont aussi faire des mesures qui vont ressembler aux mesures des radiosondes. Sauf qu'au lieu de faire des mesures à partir du bas, on va lancer un ballon qui monte. Là, c'est le gros ballon en haut qui va lâcher des sondes qui vont descendre. Donc au lieu d'être des radiosondes qui montent, c'est des drop-sondes qui descendent et qui prennent des mesures. Mais le but va être le même, ça va être de comparer ces mesures-là de température et d'humidité aux mesures que donne le sondeur YASI sur le satellite METOP. Donc en résumé, donc vous avez compris mon rébut maintenant, après plusieurs minutes d'explication. Donc vous savez que Concordia-YASI, c'est la concaténation de Concordia et YASI. Donc c'est une initiative franco-américaine. J'ai parlé surtout des Français, mais je vais vous parler des Américains plus tard, pour donc améliorer l'utilisation des sondeurs embarqués sur satellite, et en particulier le sondeur YASI à bord du satellite européen METOP, en bénéficiant de la station polaire de Concordia et de la technologie des ballons du CNES. Donc encore au-delà, il y a tout un foisonnement de mesures qui se sont greffées là-dessus, puisqu'on avait ces gros ballons, on pouvait mettre plus de choses, plus d'instruments que juste nos petits instruments météo qui nous servaient à nous pour le but de valider YASI. Et donc, on a embarqué toute une communauté, donc du CNRS, du CNES, donc bien sûr, mais du CNRS, plusieurs laboratoires. Et aux États-Unis, ça a été particulièrement financé par la National Science Foundation, et il y a plusieurs universités qui ont fourni des instruments d'intérêt pour eux. En Europe également, nous avons plusieurs instituts qui ont collaboré. Et avec donc le soutien inestimable des instituts polaires français, américains, italiens et britanniques, parce que les Britanniques aussi ont lancé des radiosondages en plus pour nous dans leur station d'Euroterra. Donc Concordia-YASI, donc c'était pour tester et calibrer les données de YASI. Alors YASI, qu'est-ce que c'est ? YASI, c'est un interféromètre atmosphérique de sondage infrarouge. Donc c'est un instrument, un capteur satellite, un capteur météorologique qui est installé à bord du satellite METOP.
Donc METOP, c'est pour météorologie opérationnelle. C'est un satellite qui décrit une orbite polaire. Donc il va passer au-dessus des pôles, typiquement toutes les heures et demie. Et donc il va comme ça défiler et voir toute la Terre. Donc le fait que ce soit un satellite polaire et qu'il passe au-dessus des pôles toutes les heures et demie, bien sûr, il va avoir une très bonne couverture des pôles, ce qui nous intéresse particulièrement pour cette expérience. Donc ça permet d'établir des pseudo-sondages de l'atmosphère. Typiquement, ce que l'on va mesurer, c'est la température et l'humidité en chaque point de mesure. Et c'est utilisé pour la prévision du temps, mais également pour la connaissance du climat, puisque nous avons un capteur YASI. Le premier a été lancé en 2005, avec le satellite METOP, le premier METOP. Le deuxième a été lancé en 2012. Nous allons en avoir 3 de suite, donc ils vont couvrir plus de 15 ans. Et après, ils vont être remplacés par des YASI de nouvelle génération, mais qui vont avoir les mêmes caractéristiques et au-delà. Donc on va avoir une continuité de mesure sur plusieurs dizaines d'années, ce qui va nous permettre de suivre le climat également. Alors, donc j'ai dit que ça mesurait la température et l'humidité, oui, mais pas partout, parce que c'est un capteur infrarouge, et le rayonnement infrarouge est sensible aux nuages, donc c'est illustré ici, dans ces planches. Donc ici, vous voyez le petit satellite METOP avec le capteur YASI, et ici des profils de température et d'humidité au-dessus donc, de la Terre, ici. Et si vous avez un nuage, en fait, YASI va pouvoir mesurer ce qu'il y a au-dessus du nuage, mais il ne va pas pouvoir traverser le nuage. Donc, il voit juste ce qu'il y a au-dessus du nuage. Sachant que la Terre est couverte, on va dire, environ de 80% de nuages, évidemment, c'est un peu une limitation. Et il faut aussi que l'on sache bien, pour utiliser les données d'YASI, il faut que l'on sache bien déterminer est-ce qu'il y a un nuage ou pas. Bon, ça semble évident, mais ce n'est pas forcément si évident que ça, pour ne pas confondre l'information que YASI va nous donner avec une information qui vient du nuage, en fait. YASI, c'est aussi, donc il voit l'atmosphère, et c'est ça qui nous intéresse, mais il voit jusqu'à la surface. Et en particulier dans certaines des longueurs d'onde, il va voir jusqu'à la surface. Et ça, ce n'est pas forcément un avantage pour nous, parce qu'on peut aussi confondre le signal de la surface et de l'atmosphère. Donc ici, nous avons un assemblage de clichés qui ont été pris au-dessus de l'Antarctique par le satellite METOP sur lequel est YASI. Mais donc, l'utilisation des mesures de YASI, bon, YASI il mesure bien tout ce qu'il faut, mais après nous, c'est l'interprétation, l'utilisation qu'on va en faire, c'est pas forcément facile. Et en particulier en Antarctique, on cumule pas mal de difficultés. Les signaux infrarouges sont faibles. Bon, comme vous le savez, la température est très froide, donc les différentes sources de chaleur sont plus difficiles à capter. Et ensuite, les propriétés d'émission de la glace, de la surface glacée, ne sont pas très bien connues, et la détection des nuages est difficile. Ce n'est pas forcément facile de savoir, vous voyez, même avec une image ici, s'il y a un nuage ici, en plein milieu de l'Antarctique, là où est Concordia, par exemple. Donc c'est à ça que cela sert, Concordia-YASI, c'est valider l'utilisation des données au-dessus de ce continent en lâchant d'autres observations. Donc quelques belles images prises par mes collègues. Donc Concordia-YASI, c'est donc principalement une et plusieurs même campagnes de mesures, donc où nous avons lancé des mesures in situ en Antarctique pour comparer aux données satellites. Donc de 2008 à 2010, c'était la première phase de la campagne où nous avons renforcé les observations en Antarctique à partir des stations météo de Concordia, comme je vous l'ai dit, la station franco-italienne, du Mont d'Urville, la station française, et Roterra, la station américaine. Donc il y a plus de lancers de radiosondages, et ici nous avons Olivier Trollet qui est dans la salle maintenant, mais qui à l'époque était à Concordia en train de prêt à lâcher un ballon. Ensuite, nous avons ici la grande campagne de terrain qui a impliqué beaucoup plus de mesures que les données de radiosondage, c'est au printemps austral 2010, c'est-à-dire pour nous l'automne 2010, les ballons du CNES qui ont été lancés depuis McMurdo. Donc voici ici 2 belles photos de lâcher de ballons quand ils se sont élevés donc au-dessus du continent antarctique pour aller vivre leur vie à 17 km d'altitude, enfin une vingtaine de kilomètres d'altitude. Donc 19 ballons ont été lancés, donc on les appelle des ballons stratosphériques parce qu'ils vont jusqu'à la stratosphère. Donc comme je l'ai dit, c'est de la base américaine de McMurdo. Ils ont survolé l'Antarctique pendant plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Et donc ils ont été piégés par le tourbillon. Il y a une espèce de tourbillon au-dessus de l'Antarctique à cette période-ci, un vortex qui fait qu'ils n'ont pas pu s'échapper facilement puisque c'était encore la fin de l'hiver, le début du printemps. Le vortex était assez intense. Donc ils sont restés comme ça à tournoyer jusqu'à ce que finalement ils soient éjectés à la fin de la période. Donc Concordia-YASI, c'est aussi des opérations délicates sur le terrain et les exigences des opérateurs du CNES étaient qu'ils ne voulaient pas un vent de plus de 4 mètres par seconde pour avoir le temps de bien installer tout leur matériel et lâcher leurs ballons. Donc à Météo France, nous avons
fait des prévisions météo adaptées pour aider les opérations sur le terrain, mais nous ne sommes pas les seuls. Il y a plein de modèles météo qui tournent en Antarctique, mais nous avons développé le nôtre également. Nous avons mis le nôtre pour les aider particulièrement. Il y a un modèle ici américain, ça c'est notre modèle local que l'on a mis sur McMurdo, notre modèle global, le modèle du centre européen à Reading, qui est donc un centre global de prévision du temps. Et ici, nous avons les observations en jaune et en brun. Donc vous avez ici les prévisions en fonction du temps, du vent en mètres par seconde à McMurdo. Pour les différents modèles, ce sont les différentes courbes et pour les observations. Et c'est en fonction des heures. Donc vous avez ici 10 heures, 20 heures, 30 heures. Donc vous voyez que le vent peut être quand même très variable en Antarctique et peut varier assez rapidement. Donc vous avez les prévisions qui partent du départ et les observations qui ont été faites en temps réel. Donc vous voyez qu'on peut passer de 15 mètres par seconde en quelques heures à 4 mètres par seconde, qui est en fait ce que l'on voulait pour lancer les ballons. Donc ça, c'était assez utile qu'on puisse se baser sur des prévisions pour pouvoir anticiper est-ce que demain on va pouvoir lâcher un ballon ou pas, suivant le temps qu'il va faire. Donc vous voyez, donc, de temps en temps on peut prévoir, oui peut-être demain ça pourra aller parce que le vent va se calmer, mais il y a des fois aussi où on peut dire, attention là le vent va monter, donc vous avez intérêt à lâcher le ballon plutôt par ici plutôt que par là. Donc ça c'est pour les opérations sur le terrain, et vous voyez ici donc un exemple du matériel qui est installé avant le lâcher. Maintenant, voilà le résultat. Alors, je vais vous faire une démonstration comme les consignes de sécurité dans les avions. Voici une drop sonde. Alors, je ne vais quand même pas la lâcher. Tiens, tu me fais le clown, l'hôtesse de l'air. Dans le steward. Alors, voici ici Guy Lachaud en train de lâcher une drop sonde. Voilà. Donc, il y a une vraie photo là aussi qui est indiquée. Celle-là, c'est une de démonstration avec quelque chose en plexiglas pour qu'on voit bien les instruments à l'intérieur. Et un parachute orange au lieu d'un parachute blanc ici sur la photo, mais c'est un petit peu la même. Donc ça, c'est ce que l'on appelle la drop sonde. Donc c'est ce qui va prendre plein de mesures à partir du ballon, à partir d'une nacelle dans le ballon. Donc le ballon, les ballons stratosphériques du CNES, oui, je pense que ça va, merci. Tu peux la donner à Philippe, c'est la sienne, il faut que je lui rende. Donc les ballons, en fait, ils vont tournoyer et ils ont une grosse nacelle avec 50 de ces engins à bord. Donc, ils ont une espèce de gros panier avec des trous. Et puis, nous, on va commander à distance et on va dire maintenant, tu vas lâcher une drop sonde. Donc, c'est à distance qu'on va commander ça. Et alors, ce que vous voyez ici, en haut à gauche, c'est les trajectoires de tous les ballons. Donc, il y a eu 19 ballons. Et donc, à la fin, on ne voit plus rien, on voit qu'une pelote de laine parce qu'en fait, tous les ballons ont été pris un petit peu dans le même tourbillon et ils ne se sont pas forcément croisés, mais ils étaient là tous dans la même période, donc en train de tournoyer sur l'Antarctique. Et de temps en temps, on leur disait maintenant, tel ballon lâche une sonde. Et au total, tous les points rouges que vous voyez en bas, c'est... Oh, mince. Tous les points rouges que vous voyez en bas, c'est chaque fois qu'on a fait un sondage vertical, donc on lui a dit lâche une drop sonde et que ça a pris donc des mesures en descendant vers l'Antarctique. Donc ces mesures ont été prises sur le continent, mais aussi sur la glace de mer. Donc vous avez en bleu ici la limite de la glace de mer, parce que ça nous intéressait également d'avoir des mesures là, parce que vous vous rendez bien compte qu'on n'a pas souvent des radiosondages sur glace de mer, donc c'était aussi particulièrement important. Donc voilà maintenant ici la gestion des drop sondes. Donc parmi les 19, il y en avait qui avaient des instruments juste dans la nacelle, dans une des nacelles, et 13 par contre des ballons étaient équipés pour lâcher des sondes. Il y en avait donc 6 qui n'avaient pas de drop sonde, qui avaient d'autres instruments plus perfectionnés pour mesurer d'autres choses, mais qui ne prenaient des mesures qu'au niveau du ballon. Tandis que sur ces 13 ballons, c'est ce que l'on appelle les drift sondes pour les Américains, 13 de ces ballons donc, avaient cette nacelle du NCAR. Donc, le NCAR, c'est un grand centre de recherche américain. Et donc, c'est principalement une de nos collaborations majeures avec les Américains pour ce projet. Donc, avec de l'instrumentation et à peu près 50 sondes donc, dans cette espèce de gros panier qui pend le long de notre ballon stratosphérique. Donc, nous, ce que l'on faisait, en fait, moi, ce que je faisais, c'est que j'étais avec 2 autres collègues, on était derrière nos petits ordinateurs, et puis ils nous avaient fait des super interfaces web où on pouvait à la fois voir la prévision de passage du satellite et on pouvait avoir les prévisions de passage des ballons en se servant des prévisions météo. Et donc, on pouvait recouper tout ça et dire, quand le ballon va passer juste au-dessous du satellite, paf, nous, on va lâcher notre drop sonde pour pouvoir faire une coïncidence, sonde in situ et sondage satellitaire.
Donc c'est ce que l'on faisait, on avait notre petite interface et on disait on va dire à tel ballon de lâcher une sonde à tel moment et à tel autre, etc. On prévoyait pour la journée ce que l'on allait faire et on a fait ça pendant plusieurs semaines en septembre-octobre 2010. Donc tout après était envoyé par satellite, etc. Donc nous on était bien installés à Toulouse, on envoyait notre signal, ça partait, ça arrivait là-bas, la drop sonde se lâchait, elle envoyait ses données qu'on réceptionnait à Toulouse. Et après, nous, les données, on les mettait sur le système mondial de télécommunications météo pour les distribuer à tous les centres météo du monde entier. Donc ces données, elles ont été utilisées par les Australiens, par les Américains, par les Anglais, par nous, par tout le monde. Et ils les ont eues en temps réel pour pouvoir les intégrer dans les modèles météo en temps réel. Donc c'est vraiment quelque chose qui est assez fantastique en termes de technologie. Vous voyez, c'est vraiment très réactif. On a pu décider de quelles données on allait faire et la transmettre aussitôt et l'utiliser aussitôt dans les modèles météo. Alors maintenant, voilà quelques exemples de ce que ça fournit comme résultat, plus ou moins, ces drop sondes. Donc ici, vous avez la trajectoire d'un des ballons. Donc il part de McMurdo. Il commence comme ça. Il y a quelques sondes ici, les petits points bleus ici, ce sont les lâchés au-dessus de la mer. Et puis après, il fait un tour, il revient ici, et là, on a fait d'autres lâchés ici, au-dessus du continent, donc sur ce qu'on appelle le plateau. Donc ici, vous avez des profils en fonction de la pression atmosphérique, donc 100 hectopascales ici, donc le ballon est juste au-dessus, et 1000 hectopascales ici en bas, donc c'est le sol. Et vous voyez ici la température relevée par chacune des sondes. Donc chronologiquement, la première sonde, donc elle est en noir, puis la deuxième en rouge, etc. Donc vous voyez toutes les sondes les unes après les autres. Et donc vous voyez quelque chose d'assez classique. Donc à part au début où on est un petit peu dans la zone de transition entre la troposphère et la stratosphère. Après, nous avons une augmentation relativement régulière de la température quand on descend vers le sol. Donc la température augmente et puis poum, ça y est, la sonde arrive par terre, elle s'arrête. Ça, c'est pour les premières, donc des profils assez classiques quand même de météorologie. Puis vous voyez après celles qui sont prises sur le plateau. Alors elles, pareil, ici, la température descend, puis remonte. Et puis tout à coup, à la fin, paf, la température redescend brutalement de plusieurs dizaines de degrés. Ça, c'est caractéristique de la météorologie du plateau antarctique. Il fait beaucoup plus froid en bas, et puis après ça s'échauffe légèrement avant d'avoir la pente naturelle de décroissance de la température en fonction de l'altitude. Et donc ces profils-là ont servi ensuite à valider les modèles, à les utiliser, donc, comme j'ai dit, dans les centres de prévision du temps, et aussi à valider des inversions de données satellitaires. Et en particulier ici, Thomas Auguste de Metsat. Metsat est une agence satellite opérationnelle en Allemagne, qui lance à Darmstadt en Allemagne, qui lance des satellites opérationnels météo pour le compte des Européens. Donc, ils ont comparé les profils de modèles, là c'est le centre européen à Reading qu'ils ont utilisé, de YASI, donc des profils qu'ils ont restitués à partir des données du sondeur YASI, et les profils pris par la drop sonde. Donc ici en noir, ça c'est un exemple. Donc ici en noir, vous avez la sonde, la température et la température du point de rosée. Alors il ne faut pas trop regarder ici parce que en fait, l'humidité n'était pas de très bonne qualité au-dessus de 400 hectopascales. Mais ici, vous voyez un profil typique. Donc la température augmente et puis tout à coup, là, elle descend. Mais elle descend de plusieurs dizaines de Kelvin, ou de degrés Celsius ou degrés Kelvin, n'importe, en quelques dizaines de mètres. Donc vous voyez, c'est sur une couche vraiment très très fine que vous avez cette inversion de température, comme on dit, puisque normalement donc la température décroît. Et bien là, la température à partir du sol, elle va croître de plusieurs dizaines de degrés pour après retrouver un cours plus normal. Alors comme vous voyez, la drop sonde, donc la vraie mesure, arrive à très bien capter cette forte inversion thermique au niveau de la surface. Par contre, autant les inversions satellitaires en rose et bleu et les profils du centre européen non, je me suis trompée, YASI, il est en rose et bleu, pardon, et les profils du centre européen, c'est en rouge et orange. Ils ont un petit peu des problèmes ça marche pas mal, ils arrivent à peu près à voir un petit peu cette structure, mais on n'a pas évidemment toute la finesse d'une mesure in situ. Alors maintenant, ce que l'on a trouvé, c'est que finalement, les modèles, donc on a fait des comparaisons comme ça, entre les modèles météo
le modèle par exemple de Météo France, le modèle du Centre européen à Reading, et le modèle des Anglais, des Américains, etc. Et ces drop sondes, donc ces mesures. Et ce que nous avons vraiment trouvé qui était la plus grosse erreur que faisaient les modèles, donc là où il y a le plus de marge de manœuvre pour améliorer les modèles, c'est vraiment donc au niveau du sol. Donc là où il y a cette caractéristique si typique des régions polaires. Donc ce que l'on a trouvé, c'est que les modèles non plus, ils n'arrivaient pas à reproduire ça aussi bien que la réalité. Et donc là, ce que l'on trace, c'est les écarts de température entre l'observation et le modèle au niveau du sol. Donc juste au moment où la sonde elle va arriver au sol, on compare la température de la sonde avec la température du modèle. Et quand vous voyez des points bleus, ça veut dire que la sonde, donc la mesure, était plus froide que le modèle, de plusieurs degrés. Et les points rouges, par contre, c'est quand la mesure était plus chaude. Et ce que l'on voit, c'est que vraiment, au niveau de l'Antarctique, surtout là au niveau du plateau, on voit que du bleu. C'est vraiment, les sondes étaient beaucoup plus froides que les modèles. C'est vrai pour le modèle de Météo France, mais c'est vrai aussi pour le modèle du Centre européen, qui est le modèle, a priori, de meilleure qualité. Enfin, c'est le meilleur modèle de prévision météorologique mondiale. Donc ce n'est pas juste un problème de Météo France. Nous, il se trouve qu'on a des problèmes sur glace de mer également qu'il faut que l'on corrige, et on sait pourquoi on les a. Mais vous voyez que même le meilleur modèle du Centre européen a les mêmes problèmes, peut-être un petit peu atténués. Mais donc c'est vraiment là qu'il faudrait que l'on améliore les modèles si on veut bien simuler le temps en Antarctique et après aussi simuler éventuellement le climat. Donc ce qui nous amène à des conditions plus locales. Donc, en se rapprochant de la surface en particulier, il y a eu beaucoup d'études après et de mesures faites à Concordia. Donc autant les radiosondages, nous les avons fait à Dumont-d'Urville, à Concordia, à Rotera, mais des mesures plus locales, nous ne les avons faites qu'à Concordia. Donc Concordia, c'est la station que l'on voit là-bas. Il y a des mesures au sol. Il y a aussi une tour, une énorme tour ici à laquelle on peut grimper, qui a plusieurs niveaux de capteurs. Et on peut aussi faire des études dans la neige, etc. Donc à cette station franco-italienne, il y a des gens qui restent toute l'année. Il y a plus de gens en été, mais il y en a aussi en hiver, et qui servent, donc qui font plein de mesures. Et en particulier, nous avons fait des mesures pour documenter la météorologie sur le plateau. Et donc le but, c'est toujours le même, c'est de valider les modèles et l'utilisation des données de l'instrument IASI. Alors en fait, vous allez me dire, mais pourquoi, de toute façon, il fait très froid? On a bien vu, il fait très froid en Antarctique. Bon, on le sait, c'est peut-être pas la peine d'aller non plus dépenser des grands moyens pour voir combien il fait froid. Il fait très froid, mais en fait, ça varie quand même d'une année sur l'autre. C'est pas non plus complètement constant. C'est pas constant dans l'année, c'est pas constant d'une année sur l'autre. Donc, c'est quand même intéressant de vraiment voir, de comprendre pourquoi et de le simuler. Donc, ce que l'on voit sur cette courbe, c'est qu'il y a un grand contraste entre les années consécutives. Donc, cette courbe, ça représente la température au niveau de la surface en degrés Celsius. Les degrés Celsius sont négatifs, donc ça commence à moins 20 en haut, ça va jusqu'à moins 70 en bas. Et c'est en fonction du mois de l'année. Donc, ce sont des moyennes mensuelles. 1, c'est janvier. 6, 7, c'est l'été. C'est juin, juillet, qui est l'été chez nous, l'hiver en Antarctique, et 11-12, c'est novembre-décembre. Donc vous voyez tout le cycle annuel. Et ce que vous voyez, c'est que l'été chez nous et l'hiver en Antarctique, la température donc, a chuté de moins 25 à peu près à moins 60, moins 70. Donc ça, ce sont les températures moyennes du mois. Ici, vous voyez 10 ans de mesure. Donc, entre 2001 et 2008, les courbes noires, 2009, la courbe rouge, et 2010, la courbe en bleu. Et ce que vous voyez, c'est que quand même si bon, les températures sont toujours dans cette gamme des moins 60, moins 70, même en moyenne mensuelle, les températures peuvent quand même beaucoup varier d'une année à l'autre. Et en particulier, l'année 2009 était plutôt clémente ici, en rouge, moins 55 ici, en juillet, c'est pas mal. Alors qu'au contraire, l'hiver 2010 était très froid avec moins 70. Donc, il y a quand même beaucoup de variabilité intra-annuelle et interannuelle. Donc, évidemment, ça, c'était à partir de mesures locales. Mais nous pouvons faire des mesures encore plus locales. Et là, c'est Olivier Trollet dans la neige qui prend des mesures aussi dans le sol. Et nous, ce qui nous intéresse, c'est donc cette variabilité de la température de surface en Antarctique. Est-ce qu'on peut voir ça avec le satellite? Puisque là, on l'a vu localement, mais est-ce qu'on peut voir ça aussi avec le satellite? Et il semble que oui. IASI peut aider à analyser la température de surface. Donc ici, c'est une courbe de température de surface pour quelques jours entre novembre et décembre 2009. La variation jour par jour, où nous avons pris des mesures au passage du satellite. Et nous, ce que nous faisons de manière traditionnelle en météo, si on a notre modèle qui nous donne une prévision de température de surface, on a le satellite, on va utiliser le satellite, la donnée satellitaire dans notre modèle, on va l'utiliser, enfin l'assimiler comme on dit, c'est-à-dire on va vraiment recaler le modèle avec l'obs satellitaire.
ou avec n'importe quelle autre OBS. Enfin, il se trouve que là, c'est une OBS satellitaire. Et ça va nous donner une analyse de l'atmosphère, c'est-à-dire une meilleure estimation de l'atmosphère à partir de la combinaison d'un modèle et d'observation. Donc, ce que vous voyez ici en rouge, c'est le modèle. Alors, ce que vous voyez, c'est qu'effectivement, le modèle a l'air trop chaud par rapport aux observations. Donc, les observations ici sont en noir, vous voyez. Le modèle est en rouge, donc effectivement, il est trop chaud de quelques degrés. Il a l'air de suivre quand même pas trop mal la variation. Donc là, il se trouve qu'on se réchauffe un petit peu. Mais bon, il y a quelques degrés d'écart. Donc ça, c'est l'erreur du modèle. Les observations sont là. Et en bleu, ce que nous avons représenté, c'est quand au modèle, on rajoute l'observation de Yazi pour essayer de corriger le modèle avec l'observation. Et vous voyez que les courbes bleues et les courbes noires sont maintenant pas confondues, mais on voit vraiment que ça mesure la même chose. C'est-à-dire vraiment, si on utilise Yazi pour corriger le modèle, on va avoir une bien meilleure idée de la température de surface que si on se base que sur le modèle lui-même. Donc ça, c'est une piste. Une autre piste pour essayer d'améliorer ce que l'on voit en surface, c'est de simuler ce qui se passe dans la neige. Pardon. Parce qu'en fait, pourquoi ça refroidit tant que ça, etc. C'est parce qu'il y a toute cette couche de neige en dessous. Et si on simule pas bien, si on simule que l'atmosphère et qu'en bas, on représente pas bien ce qui se passe dans la neige, avec les transferts de chaleur, etc., dans la neige, on va pas forcément réussir à avoir après une bonne... Comme après la température de surface simulée par la neige va interagir avec l'atmosphère, pour avoir une bonne simulation de la température de l'atmosphère, il va avoir une bonne simulation de ce qui se passe dans la neige. Et donc là, ce que l'on voit, c'est si on a un bon modèle de neige, les observations cette fois-ci sont en rouge, c'est pareil, c'est plusieurs dates en janvier 2010, et la simulation du modèle de neige est en bleu. Cette simulation ne se sert pas d'observation, c'est juste une simulation du cycle diurne dans la neige. On arrive très bien à représenter aussi les températures de surface. Donc en fait, dans nos modèles opérationnels, on n'a pas une aussi bonne représentation que ça de la neige, c'est pour ça qu'on n'y arrive pas aussi bien que ça. Donc, 2 pistes pour améliorer notre gros défaut des modèles en Antarctique, les coupler avec un modèle de neige plus précis et utiliser les données de satellite, puisqu'il semble que Yazi ait quand même beaucoup d'informations sur la température de surface. Alors maintenant, c'est un peu moins de mon domaine, mais Concorde Yazi a aussi servi à étudier la formation du trou d'ozone. Quand on parle d'Antarctique, bien sûr, on pense aussitôt au trou d'ozone dont on parle depuis plusieurs années. Et donc les autres ballons, quand je vous ai dit qu'il y avait 13 ballons qui étaient là pour mesurer donc, la météo, c'est ce qui nous servait pour valider les modèles, les 6 autres ballons, ils étaient plutôt dédiés à la chimie de la stratosphère et donc à l'ozone en particulier. Donc ça contribue à étudier la formation du trou dans la couche d'ozone qui a lieu donc à chaque printemps austral. Et comme vous le savez, les nuages polaires sont le site de réactions chimiques qui favorisent la destruction de l'ozone. C'est pour ça qu'il y a cette belle photo ici de nuages polaires. Et donc certains des ballons du projet, donc les 6 autres, étaient équipés pour étudier la perte d'ozone, la présence de nuages et la température. Parce que tout ça, la destruction de l'ozone dépend de tous ces paramètres-là. Donc juste quelques rappels sur l'ozone. Donc l'ozone, ça vient de O2, donc le dioxygène, qui peut se décomposer sous l'action du rayonnement solaire, et après se recombiner. O plus O2 va donner O3. Il y a une autre réaction, donc O3 va se casser pour redonner de l'oxygène et un atome O. Et après, ça peut se recombiner, etc. Donc ça, ce sont des réactions chimiques naturelles qui jouent entre ces 3 molécules, donc O, O2, O3. Et c'est donc la création spontanée d'ozone et la décomposition spontanée d'ozone. Mais en fait, qu'est-ce qui est arrivé dans le dernier siècle? C'est qu'il y a des composés chlorés qui participent aussi à la destruction de l'ozone. Alors les composés chlorés, ça existe dans la nature. Et en fait, il y a une source naturelle assez abondante qui est les micro-organismes de l'océan et les algues. Mais à partir des années 30, on a inventé les CFC, donc les chlorofluorocarbures, et qui ont été largement produits, qui ont été lâchés dans l'atmosphère et qui ont interféré avec l'ozone. Donc la quantité de chlore a été multipliée par 5 ici en 20 ans, et ça a entraîné une rupture de l'équilibre. Et on s'est rendu compte plus tard que ça détruisait l'ozone. Et les politiques ont établi le protocole de Montréal en 1987, ont décidé d'arrêter la production de ces CFC, puisqu'on savait que c'était eux qui détruisaient l'ozone plus que l'ozone ne se détruisait naturellement, enfin beaucoup trop. Et donc, en fait, l'estimation actuelle... Comme ce sont des composants qui ont une très grande durée de vie, ce n'est pas parce qu'on arrête d'en produire qu'il n'y en a plus. Ils vont continuer à être là pendant de longues années.
Et donc, ce que l'on estime, c'est que ça retrouvera son état d'avant 80 entre 2055 et 2065. Excusez-moi. Donc, voici une illustration des CFC. Donc, c'est les CFC observés dans l'hémisphère nord, dans l'hémisphère sud. Vous voyez, il n'y en avait pas avant les années 50. Vous voyez une très forte progression, donc il y en a beaucoup plus. Et après les années 80, au début des années 90, vous voyez que ça plafonne et ça commence à décroître. Mais enfin, vous voyez, c'est pas parce qu'on arrête d'en produire que ça décroît, foum, quoi. C'est vraiment ça décroît lentement. Et du coup, la colonne d'ozone au-dessus de l'Antarctique commence à se reconstituer par rapport à ce qu'elle était avant, mais on est loin d'être là. Et donc ça, c'est une illustration donc, du minimum d'ozone au printemps. Dans les années 60, donc avec le minimum observé à ce moment-là, enfin ça c'est les simulations de modèles, mais ça ce sont les observations où ça décroît et ça recommence à croître donc à la fin des années 90, les années 2000. Et ça les simulations nous disent donc qu'on y arrivera dans ces années-là à retrouver à peu près le niveau que l'on avait dans les années 80. Donc c'est évidemment quelque chose qui nous soucie parce qu'après l'ozone ça va interférer avec plein d'autres choses pour la simulation du climat, etc. Et puis avoir moins d'ozone c'est dangereux. Et donc, Concordiasis, ça servait à avoir des mesures in situ de choses qui vont influencer la destruction de l'ozone. Alors, qu'est-ce qui influence la destruction de l'ozone? Il y a en particulier la température. Alors, la température, vous allez me dire, oui, mais enfin, déjà, on a les ballons, etc. Mais au niveau du ballon lui-même, du ballon stratosphérique, il y avait des capteurs de température qui prenaient des mesures très, très, très précises et tout le temps du vol du ballon. Donc, il n'y a pas seulement la température que l'on prenait avec la drop sonde, il y avait aussi des capteurs de température à bord du ballon. Et il se passe des drôles de choses en Antarctique, comme vous le voyez ici. Ici, c'est au-dessus de la péninsule. Vous avez une trajectoire de ballon ici, le petit trait noir. Et ici, vous avez les variations de température en degrés Kelvin cette fois-ci, au fur et à mesure. Donc ça, c'est les nombres de jours en 2010. Donc ça, c'est bon, c'est les jours à partir des jours 308, etc. Bon, enfin, vous voyez les différentes journées. Et ici, vous voyez qu'il y a quelque chose qui se passe d'absolument fantastique. La température se met à osciller. C'est justement au passage de cette péninsule. En fait, il y a des ondes orographiques qui se créent au passage donc, de fortes montagnes. Et vous avez la température qui va osciller de manière absolument fantastique. Entre donc 210 ici, 195 ici. Vous voyez, il y a donc oui, 200, oui, à peu près 210. Ça fait une quinzaine de degrés de température en vraiment quelques minutes. Quelques heures ici au niveau de la traversée du ballon. Il se trouve même que dans une... Donc c'est assez violent, hein, le ballon il est secoué dans tous les sens, et il se trouve même que dans une expérience précédente, ils avaient perdu un ballon au passage de cette péninsule ou d'autres ondes de gravité, parce que le ballon était tellement chahuté qu'il avait fini par exploser. Donc là, le ballon a survécu, c'est très bien, on a toutes les mesures, et donc on a des mesures très très fines de température au niveau de la stratosphère. Il y avait aussi des capteurs d'ozone au niveau du ballon. Donc ces mesures d'ozone ont été faites donc, sur 6 des ballons. Et donc là, j'ai mis la correspondance, le jour 260, c'était le 17 septembre 2010. Donc là, les mesures commencent le 17 septembre, c'est en plein milieu du printemps, donc c'est au moment où il y a la décroissance de l'ozone. Et donc, vous voyez, on le voit très bien ici, vous avez la décroissance de l'ozone assez rapide, donc en une dizaine de jours ici, pour ce ballon-là. Et puis après, ça reste assez stable à un niveau minimum. Et puis après, le ballon va être pris ailleurs, dans un endroit où il y a un peu plus d'ozone, et on voit à nouveau l'ozone qui se remet à augmenter. Donc ça c'est la conclusion, la conclusion sur l'ozone, c'est donc juste on va avoir à la fois quelque chose que je n'ai pas illustré aussi, il y a aussi des compteurs de particules qui étaient mis sur ces ballons qui permettaient de voir les petites particules d'aérosol qu'il y a donc à ces niveaux-là en Antarctique, qui sont aussi les endroits sur lesquels il peut y avoir des réactions qui favorisent la destruction d'ozone. Donc pouvoir recouper toutes ces informations-là, ça va donner beaucoup d'informations sur comment ça se passe la destruction d'ozone et à quel rythme elle décroît, etc., pour calibrer nos modèles. Donc maintenant, j'en arrive à ma conclusion générale. Donc Concordiasis, c'était vraiment une expérience extraordinaire. Alors, la technologie était mûre, mais pas tout à fait mûre. Alors, un de nos regrets, c'est qu'on avait un peu loupé l'année internationale. Donc, l'année internationale était en 2008. Concordiasis a démarré en 2008, a fini en 2010. Mais enfin, l'année internationale, c'était juste pour regrouper beaucoup de bonne volonté et de recherche pour se concentrer sur l'Antarctique. Donc, nous, on n'était pas en même temps que d'autres campagnes de mesure en Antarctique, puisqu'on était un petit peu décalés. De notre côté, il y avait très peu de campagnes de mesure en Antarctique, même pendant l'année polaire internationale, de cette ampleur-là en météo. Donc, on était absolument unique, puisque c'est quand même
beaucoup plus dur d'aller en Antarctique que d'aller plutôt sur les latitudes polaires nord. Donc ça a vraiment fourni une observation sans précédent de l'atmosphère en Antarctique, avec beaucoup d'observations très complémentaires, comme vous avez vu. Donc on a des informations maintenant sur les points qu'il faut améliorer dans nos modèles météo. Donc, typiquement, ils sont vraiment trop chauds sur le plateau de l'Antarctique. On a des idées pour le faire. Donc, on a l'idée d'utiliser les données satellitaires en surface, en ciel clair. Et finalement, à l'intérieur du continent antarctique, c'est presque un désert. Il n'y a vraiment pas beaucoup de nuages. Il n'y a pas beaucoup de précipitations. Donc, les satellites, les sondeurs, même dans l'infrarouge, ils vont finalement arriver à voir jusqu'à la surface par rapport à d'autres régions. Mais on a aussi vu l'importance de la modélisation de la neige pour améliorer l'estimation de la température de surface. Et si on a une meilleure estimation, on va pouvoir encore mieux utiliser les données satellitaires et combiner tout cela. Et l'autre aspect de la campagne, donc c'était ce qui se passait en altitude au niveau des ballons, et ça a fourni une documentation unique des ondes de gravité, ce que je vous ai montré là tout à l'heure, ces espèces de grandes ondes de gravité au passage de l'orographie, du relief, et de la perte d'ozone, ce qui va permettre aussi d'améliorer notre compréhension du phénomène et également la paramétrisation dans les modèles. Donc voilà pour moi. Non, j'avais juste une ou deux planches pour dire donc, qui est-ce qui a soutenu Concordiasie. Donc j'avais mis quelques logos au début, mais j'avais mis principalement les logos des Français. Donc là, c'est tous les autres instituts. Et Philippe Coqueret peut être fier. C'est lui qui a réalisé ce timbre. Donc Concordiasie, maintenant, c'est un timbre réalisé en 2012. Où vous voyez ici les gens du CNES et les autres personnes à l'œuvre pour lancer un ballon en Antarctique. Voilà, je vous remercie. Eh bien, bravo, merci. On va peut-être passer aux questions.